Bonjour à tous, on va pouvoir commencer cette première convention d'affaires de la French Tech Saint-Brieuc à distance pour cause de post-Covid et de distanciation, etc. On devait organiser cette convention-là dans un cadre assez exceptionnel au Sable d'Or en mars, et on a été conduite de la décaler et de la repositionner. Donc, on n'a pas le volet présentiel, mais on va essayer de générer des opportunités néanmoins pour les grands groupes et pour les startups avec cette convention d'affaires réalisée sous un format de webinaire. Donc, pour rappel, donc moi je suis Julien, je travaille avec Claudie et puis quelques autres personnes que vous allez croiser aujourd'hui pour la communauté French Tech Saint-Brieuc, une communauté de startups qui s'est créée en avril 2019, qui a été labellisée par l'État en avril 2019, qui rassemble 75 startups sur un territoire qui représente à peu près les 2 tiers des Côtes-d'Armor, des startups de toutes filières. Et l'objectif de la convention d'affaires qu'on a imaginé dès la labellisation de la communauté, c'est de faire mieux se rencontrer les startups et les grands comptes publics et privés du territoire pour imaginer ensemble des projets d'innovation, donc répondant aux enjeux des métiers de ces grands comptes publics et privés. Donc, on remercie beaucoup la dizaine de grands comptes qui a accepté de se prêter à l'exercice, donc de parler un petit peu de leurs problématiques et de leurs enjeux, et de s'ouvrir potentiellement à des collaborations avec les startups. Il s'agit donc d'Enedis, de Cordon Electronics, de Lamballe Terre et Mer, de Dinan Agglomération, de Baudemer Auto, de Vitalac, de Celtigel, d'Acerva du Gouessant et puis de Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui pitchera pas ce matin mais qui sera présente cet après-midi pour les échanges B2B. Je ne parle pas plus, je cède la parole à un membre du board de la French Tech Saint-Brieuc, Christophe Orso, qui va introduire cette convention d'affaires. Merci Julien, bonjour à tous. Je fais cette introduction au titre du board French Tech, puisque, comme Julien le disait, la French Tech, d'abord au niveau national, tout le monde est relativement clair, et vous connaissez cette initiative du gouvernement qui a un seul objectif, qui est de rendre notre territoire, le territoire français, le plus attractif possible pour les gens qui innovent, pour les startups. L'objectif de créer non seulement des innovations, mais des emplois, bien sûr. Et il y a un an, comme Julien le disait, autour et je pense inspiré beaucoup par la Technopole, le Zoopole à Saint-Brieuc, Julien particulièrement, Claudie également, et bien d'autres autour. On a monté donc ce dossier pour avoir cette labellisation French Tech qui fait que à Saint-Brieuc, dans ce qu'on appelle Saint-Brieuc Bay, il y a une communauté French Tech Saint-Brieuc Bay qui est née il y a un an, qui a été fêtée dans une soirée assez mémorable où il y avait plein de pitch de start-up à Binic, il y a à peu près un an. Cette communauté, elle évolue plutôt pas mal, je crois. Elle a un objectif, encore une fois, c'est une communauté de start-up, les 75 start-up dont Julien parlait à l'instant. C'est un écosystème. Notre objectif, c'est de favoriser ces start-up, de faire en sorte qu'elles se développent bien. L'événement d'aujourd'hui, il est en plein dedans. Une façon de faire en sorte qu'on ait plus de start-up encore, plus d'innovation dans le territoire, c'est de favoriser ces relations avec des grands groupes, des donneurs d'ordre en général, des villes particulièrement, des agglomérations, histoire que ces startups aient des terrains de jeu pour ça. Alors, je reviens juste une seconde sur la French Tech, la communauté French Tech Saint-Brieuc. Donc, moi, je représente ici le board. Laurent Coulombe-Labarthe, le président du board de la French Tech Saint-Brieuc, n'était pas disponible malheureusement aujourd'hui. Il est en vacances en ce moment, je crois. Je vais présenter rapidement les membres du board et puis après, je reviendrai sur cette introduction. Donc, Laurent, qui est le président de Biogroup, président aussi donc de ce board communauté French Tech. On a aussi Clarisse Lecourt de Clarifarm, que certains connaissent bien, Philippe Kosker d'Agemos Software, Philippe Carrez d'Immersion Tool, basé à Saint-Brieuc, Bruno Nedelec de Certificare. On a Vincent Gérard qui vient juste de rejoindre le board French Tech qui se renouvelle petit à petit, Vincent Gérard de LiveOut. On a Eric Il-Pipre qui était chez Small & Pay et qui est toujours avec nous, bien sûr. Julien qui est aussi membre, Julien Bicrel,
qui est membre du board, et moi-même. Et en fait, le board est étendu également avec ce qu'on appelle des community leads. En fait, l'objectif aussi de cette communauté French Tech, c'est pas juste de travailler avec ces entrepreneurs-là, mais d'étendre aux gens qui sont des vrais acteurs du territoire autour de l'innovation, dont Jean-Charles Minier, Baie d'Armor Entreprise, la CCI avec Mathilde Tardivel qui est bien impliqué aussi dans ce groupe, Jean-Philippe qui est présent aujourd'hui, Jean-Philippe Le Goff du village Baïséa, et puis le Zoopole qui fait partie. Donc voilà, tous ces gens-là animent ce groupe French Tech, cette communauté French Tech Saint-Brieuc. Pour ma part, donc encore une fois, aujourd'hui, je représente ce board. Pour mon parcours, il est simple, je suis un ex-startupper. J'ai eu la chance, et c'est un des points assez en ligne avec cet événement aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance de travailler longtemps, une dizaine d'années, dans un grand groupe, chez IBM en l'occurrence. J'étais ingénieur à l'INSADREN, je suis rentré chez IBM pendant une dizaine d'années, donc j'ai ce parcours et cette culture grand groupe. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de me prouver à moi-même et à mes équipes ce qu'on était capable de faire ensemble. J'ai donc repris une entreprise d'abord et ensuite créé une start-up qui s'appelait Streetlight Vision à l'époque. Et plonger dans ce monde des startups, monde d'incertitude, monde peut-être plus flexible, mais également plus risqué. Un des points qui est encore une fois au cœur de cet événement aujourd'hui, un des points moi qui m'a marqué dans mon parcours quand j'ai créé cette startup, c'était en 2006, ça fait maintenant quelques années, le démarrage de cette startup a été presque un événement comme celui d'aujourd'hui. On a rencontré avec 2 personnes de mes équipes, on a rencontré un grand compte, un donneur d'ordre en l'occurrence. C'était une ville, la startup que j'ai créée à l'époque développait des plateformes de contrôle-commande de divers objets connectés. On ne parlait pas d'IoT à l'époque déjà, mais bon, c'était déjà ça. Et on travaillait beaucoup sur le pilotage des objets dans des bâtiments, pour faire des économies d'énergie. Et un jour, on a rencontré une ville. Et ce jour-là, c'était la ville d'Oslo en l'occurrence, un peu par hasard, il y a des contacts. Et ce jour-là, avec la ville d'Oslo, il ne s'est pas agi de vendre ce qu'on savait faire, il s'est agi plutôt d'écouter ce que cette ville, ce donneur d'ordre, ce grand compte, on peut dire, cette grande entreprise, avait comme problème, et finalement de voir pour nous, start-up, comment, avec notre agilité, avec notre facilité à faire évoluer nos logiciels, en l'occurrence à cette époque, comment répondre à ce besoin. On a lancé avec eux un réel projet, plus qu'un POC, un proof of concept, comme on dit souvent entre start-up et grands groupes. On a créé un réel projet et ils ont pris un peu de risque à travailler avec nous parce que c'était pas gagné, ça leur coûtait pas non plus des 100 et des 1000. Et puis finalement, ça a bien marché et ça a été vraiment le premier pas d'une longue aventure qui a été une aventure de 10 ans, qui a fini par être, finalement, cette entreprise a été leader mondial dans son domaine, sur un segment de marché de niche, mais les plateformes Smart City, et une acquisition, finalement, où on a vendu l'entreprise ensuite à un grand groupe américain, ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui et d'être revenu dans ma Bretagne natale et de passer mon temps à aider des startups du coin, comme Business Angel d'une part, et puis comme conseil par ailleurs. Donc voilà, je crois que cette histoire-là, elle illustre un petit peu l'intérêt d'événements comme celui d'aujourd'hui, et elle illustre les deux côtés, le côté start-up, l'importance d'être à l'écoute des grands groupes, de ne pas essayer de leur vendre ce que vous avez, mais d'essayer de plutôt écouter les réels problèmes des grands groupes qui peuvent devenir soit des clients, soit même peut-être un jour des investisseurs, des corporate ventures chez vous, allez savoir. Écouter vraiment les besoins réels et essayer d'y répondre, c'est s'ancrer beaucoup plus avec un réel produit et avec un product market fit qui est idéal, comme on appelle ça, comme on l'appelle assez régulièrement, la correspondance entre les produits et les services que vous allez développer et les besoins, les problèmes réels de ces clients, qu'ils soient des grands groupes, qu'ils soient encore une fois des communautés. Donc ça, c'est pour les startups. Et puis pour les entreprises et les agglomérations qui sont avec nous aujourd'hui, de la même façon, donnez-leur une chance. Ouvrez-vous aussi à l'inattendu, peut-être, à la possibilité. Ce n'est pas toujours très simple. Il y a un choc de culture, clairement, entre les grandes entreprises et les startups, souvent. Flexibilité versus organisation. Mais en même temps, on en tire beaucoup les uns et les autres, ça c'est certain, à essayer de travailler ensemble, à s'ouvrir à l'innovation,
à s'ouvrir à des idées qui ne sont pas forcément celles que vous voulez mettre en place tout de suite, aussi à exprimer vos problèmes le mieux possible, histoire que ces startups-là puissent y trouver des solutions avec l'agilité qu'ils peuvent avoir. Voilà, c'était quelques idées ou quelques partages d'expérience pour introduire cet événement. L'idée, un point juste en plus, on parle aujourd'hui d'un événement, d'une convention de rencontre entre grands groupes donneurs d'ordre et startups. Pas oublier également de s'écouter les uns les autres, c'est-à-dire même entre startups, éventuellement, il y a probablement des opportunités de partenariat entre startups, pas seulement entre startups et grands groupes. Ouvrez-vous également à ça. Je crois qu'il y a une bonne représentation de startups du territoire, de la communauté Saint-Brieuc-Bay, mais également bretonne. On a quelques startups qui nous viennent du Morbihan, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine. Et il y en a d'autres, et on est là aussi, nous, communauté French Tech, pour mettre en relation tous ces acteurs, ce qu'on fera dans d'autres événements à l'avenir. Je vais te redonner la parole, Julien, pour introduire notre premier intervenant, je pense. Merci Christophe pour cette introduction et surtout le témoignage de l'expérience, de montrer que ça marche, de co-créer des choses avec des grands comptes qui ont l'ouverture d'esprit pour cela. Donc, avant de céder la parole à notre premier intervenant, qui sera Éric Laurent d'Enedis, un petit rappel sur le fonctionnement de la plateforme Imagina pour ceux qui nous suivent par cette plateforme, donc notamment les startups. Vous avez la possibilité de poser vos questions aux intervenants sur la plateforme. La règle, c'est 5 minutes de pitch des intervenants et 5 minutes de questions. Donc, normalement, si vous avez le live affiché sur votre écran, vous avez un petit bouton vos questions juste en dessous de l'écran et vous pouvez poser vos questions aux intervenants par ce biais. On les lira et on les reposera en retour après les interventions. Donc, on est parti pour une séquence de présentation des enjeux, des métiers, des grands comptes qui se sont prêtés à l'exercice de cette convention d'affaires. Restez avec nous jusqu'au bout autant que possible, puisque à la fin, aux alentours de 12h15, 12h20, on aura un mot d'Imagina, donc la startup qui nous fournit la solution qui permet d'organiser cette convention d'affaires. Donc Steve Cotonek qui nous parlera de l'utilisation de la plateforme dans les rendez-vous de l'après-midi. Normalement, ça va de soi, mais ça va mieux en reprécisant comment ça fonctionne. Donc, pour tout savoir sur les rendez-vous B2B et techniquement comment ça fonctionne, rendez-vous en toute fin de matinée avec Steve. Je ne suis pas plus long, je vais céder la parole à Éric Laurent, donc d'Enedis, qui va nous présenter en 5 minutes les métiers et les enjeux de son entreprise. Bon, sinon, pour le petit mot d'introduction, les 5 minutes, c'est rapide. Enedis, nous sommes un grand groupe et Christophe a bien parlé des relations grand groupe start-up. Il a bien ouvert le sujet il y a quelques instants. Côté Enedis, pourquoi sommes-nous là? Eh bien, on est là pour rencontrer les start-up, pour détecter des solutions à des problématiques que nous aurions. Tout ça dans une logique d'innovation, de booster l'innovation dans l'entreprise et de faire quelque part, de l'open innovation en lien avec les écosystèmes de nos territoires, de notre territoire. On en a cité un certain nombre, bien sûr la French Tech, mais on a les technopoles, on a les villages by CA, on a un certain nombre d'écosystèmes avec lesquels nous sommes en rapport depuis des années. Nous sommes une direction régionale numérique, pour venir rapidement sur notre organisation. Alors, Enedis, c'est 1700 salariés en Bretagne, c'est plus de 38 000 au niveau national, et nous sommes une entreprise, un opérateur industriel de services publics, qui est en train de passer de gestionnaire de réseaux électriques à ce qu'on appelle un DSO aujourd'hui, un Distribution System Operator, c'est-à-dire qu'on gère la complexité d'un réseau qui accueille aujourd'hui de la production, du stockage, commence à accueillir des flexibilités, et c'est un véritable système d'échange d'énergie, et ce n'est plus un réseau descendant.
Avec nos 1700 salariés, on a bien sûr un poids économique important sur la région. On fait, par exemple, 200 millions d'investissements tous les ans. Et nous avons, depuis plusieurs années, une équipe numérique qui s'est enrichie au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes dans la direction régionale, avec un Fast Lab notamment, qui travaille pour le numérique. Et depuis qu'on s'est intéressé aux écosystèmes numériques, notamment par des concours que l'on avait lancé le premier en 2015. On a noué un nombre de partenariats importants avec des startups. On a fait, vous le voyez, une trentaine de POC en 4 ans, 7 partenariats. Je pourrais juste citer des partenariats qui fonctionnent bien. On est en Côte d'Armor, je vais citer Apizzi, avec lequel on travaille depuis des années, qui a été un des premiers gagnants des concours startup et qui nous a développé des applications qui permettent un échange direct entre le client ou celui qui est à côté d'un réseau de distribution. Et aujourd'hui, par exemple, tous nos centres d'appel dépannage utilisent la solution Apizzi pour échanger avec un client qui vient signaler une anomalie. On travaille plus récemment sur l'intelligence artificielle, le traitement documentaire avec Cognimap, intercomparaison de documents. Et puis, on a travaillé avec des startups, je cite quelques noms, Warimi, Voxpass, Farsight, avec lesquels on a fait des POC, mais qui n'ont pas trouvé une suite. Voilà, donc il y a des POC qui trouvent un débouché, qu'on industrialisera dans l'entreprise plus tard, et d'autres qui nous permettent de tester des solutions et de voir qu'à un moment, on n'est pas mûr pour le sujet ou on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Pour en arriver rapidement à nos métiers et nos enjeux. Bien entendu, nous sommes une entreprise avec des métiers à dominante technique. Je vous citais un niveau d'investissement important sur le réseau de distribution. Voilà, on construit des réseaux, on les entretient, on les renouvelle et surtout, on les conduit en temps réel. On fait en sorte que les électrons passent d'un point A à un point B produit vers le consommateur. Et ça, il y a beaucoup de données aujourd'hui que l'on récupère sur le réseau de distribution, notamment grâce à tous les capteurs que l'on peut avoir. Alors, on parlait IoT il y a quelques instants, mais on est en train de mettre en place 35 millions de capteurs sur le réseau de distribution qui s'appellent des compteurs Linky, qui génèrent des dizaines ou des centaines de relevés par jour et qui nous font devenir un opérateur big data. Et après, il faut traiter ces données dans des usages, bien sûr, qui sont cadrés, réglementés, avec toujours le respect des clients. On a des métiers support. J'ai passé rapidement, je l'ai dit, de DSO. En fait, on a un enjeu dans l'entreprise qui est la transversalité, qui est l'usage transversal de la donnée, des données de consommation, des données de production, des données de charge sur les réseaux qu'on utilise. Et puis un enjeu fort qui est de digitaliser nos process, notamment dans le cadre de la relation client. Alors des process qui sont liés au raccordement, et on a encore des trucs un peu lourds, et là on a besoin d'accélérer, mais aussi tout ce qui est contact, relation client. Je citais tout à l'heure l'IA ou ce qu'on aurait pu développer, notamment traitement de demande ou de réclamation client, convertir de l'oral en de l'écrit. Voilà, on a des choses qui sont vraiment on a besoin de s'outiller. On a besoin de s'outiller. Voilà, pour en arriver à nos besoins, nos projets, nos besoins à l'heure actuelle. Je crois que je les ai déjà un petit peu évoqués comme ça, mais sur la dernière diapo, ils sont écrits. Des solutions de traitement de données, parce que la donnée est quelque chose d'essentiel, des données qu'on utilise pour nos métiers, mais des données qu'on est aussi susceptible de transmettre à l'externe dans le respect du RGPD, dans le respect de toutes les règles qui s'imposent, bien sûr, de l'anonymisation quand il s'agit de données individuelles. Des outils de dématérialisation de process avec de l'automatisation, de la robotisation. On a beaucoup de documents et donc on a besoin de dématérialiser et de faciliter. La gestion de crise, c'est quelque chose que l'on pratique de temps en temps. Nous, nos crises, elles sont plutôt climatiques, mais il faut savoir avoir des outils pour travailler pendant les crises, pour faciliter. On s'est beaucoup outillé ces dernières années, mais on doit pouvoir encore faire mieux. Maintenance prédictive et préventive, là, c'est le côté industriel qui reparle encore.
tout ce qui a trait à la relation client, je le citais, le raccordement, des aspects techniques, les réclamations, l'écoute client, comment on peut mieux prendre en compte tout cela, mieux le traiter sur des volumes importants. Et puis, deux derniers points, mais qui sont tout à fait dans l'air du temps, hein, transition énergétique et mobilité électrique. Voilà, on a des sujets qu'on adresse directement. On n'est pas opérateur de mobilité électrique, mais on raccorde tout ce qui a trait à la mobilité électrique. Là encore, on retrouve le lien avec le réseau. Voilà, pour en revenir à simplement mon mot d'introduction, nous, ce qui nous intéresse dans les rencontres telles que celle-ci, hein, elle commence à se multiplier en Bretagne et c'est très, très, très bien, c'est véritablement de rencontrer les startups et de voir les solutions qu'elles peuvent proposer, mais c'est aussi dans le contact que l'on a échangé, présenté, explicité des aspects de notre métier. Oui, et puis je redirai un petit mot à la fin, mais on a fait des choses, voilà, ça nous paraît important, toutes ces relations, tout ce que l'on peut faire et bâtir avec les startups, découvrir ce qu'elles font et expliciter nos besoins. Et au gré des différents entretiens qu'on peut avoir, on croise. Même si on ne fait pas affaire tout de suite, on se retrouve bien sûr. Un petit point juste de conclusion, puisqu'on est à Saint-Brieuc. On a travaillé avec Philippe Carrez, avec sa start-up, pour développer un objet qui nous permet de matérialiser sur l'île de Saint-Nicolas-des-Glénans la production et les échanges d'énergie. Voilà, donc ça, c'est aussi une belle réalisation. Voilà, c'était mon petit mot de conclusion. Et en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Eric. Et du coup, alors je crois que ce sera votre collègue, Madame Duval, qui réalisera les rendez-vous cet après-midi. Elle a déjà 5 rendez-vous de pris, 3 disponibilités encore à son agenda. Donc, les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à vous manifester rapidement. Je pense que ça risque de se remplir. Juste un petit mot, puisque tu le Oui. citais. Bien sûr, Hélène, cet après-midi, assure les rendez-vous. On le fait parfois à deux, mais là, c'était un petit peu compliqué. Donc, Hélène, c'est notre responsable numérique pour la direction régionale Bretagne. Et puis autrement, quand on peut être deux, quand on rencontre les startups, des fois quelqu'un comme moi qui a l'expérience de pas mal de métiers dans l'entreprise, ça permet d'écouter un peu puis de faire le lien avec le métier, parce que c'est ça qui est important. Ça marche. Donc, merci à nouveau. Peut-être un dernier mot, Eric, sur l'état d'esprit dans lequel tu conseillerais aux startups d'être au moment de rencontrer Madame Duval cet après-midi. L'état d'esprit, c'est vraiment déjà en quelques mots de dire ce que vous faites, ce que vous avez pu développer, s'il y a une solution qui peut nous intéresser déjà, qui serait la réplique de quelque chose que vous avez porté. Après, n'hésitez pas à poser quelques questions sur l'entreprise. Je viens de citer très rapidement ce que l'on fait. Si c'est en rapport avec le domaine client, si c'est en rapport avec l'intelligence artificielle, avec de la vision, parce qu'on a développé des choses aussi, j'ai pas eu le temps de le dire, mais en vision 3D, on a fait des trucs comme ça. On est ouvert à plein de propositions. Et ce que je disais, n'hésitez pas à expliciter votre savoir-faire, vos compétences, même si immédiatement on ne trouve pas peut-être un débouché ou un partenariat que l'on peut nouer, au gré des rencontres et des différents interlocuteurs Enedis qu'on a pu avoir face aux startups, on croise et puis après on se dit d'un coup, tiens, voilà un sujet qu'on pourrait adresser avec eux. Marche. Merci beaucoup, Eric Laurent. Je vous propose de céder la place tout de suite à Monsieur Tachon de Cordon Electronics pour une présentation de Cordon Electronics, des enjeux et problématiques de l'entreprise. C'est à vous. Très bien. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors déjà, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce format digital, qui fait que si ça n'avait été pas dans ce format-là, je suis pas sûr que j'aurais pu participer aujourd'hui à quelques jours des vacances, mais c'est super. Donc, je me présente rapidement. Maxime Tachon, je suis responsable digital et de la Digital Factory du groupe Cordon Electronics. Et je vais vous parler également aujourd'hui de Cadaos, notre nouvelle marque de vente de produits de smartphones reconditionnés notamment, pour lequel je suis digital manager également. Cordon Electronics, qui on est, donc entreprise familiale, 30 ans
d'expertise depuis quelques mois. Entreprise fondée et dont le siège est basé à Dinan. Entreprise familiale qui a bien grossi, 3000 collaborateurs maintenant, 14 sites industriels en France et 8 implantations à l'international. Le chiffre d'affaires qui n'est pas complètement à jour, on était à 260 millions sur l'année et l'exercice 2019 et près de 18 millions de produits traités par an. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On répare, on rénove tout ce qui est produits électroniques, grand public et professionnel. Donc, ça va de la box que vous avez chez vous, les box d'opérateurs, en passant par des box plus multimédia comme des box Canal par exemple. On s'est développé avec l'arrivée du smartphone sur la réparation sous garantie et hors garantie des smartphones. Et on s'est diversifié sur tout un tas de métiers que je vous laisserai découvrir un peu plus en détail sur notre site cordongroup.com. Voilà. Cadaos. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'est développé avec l'arrivée du smartphone. Un autre marché a forcément rapidement pointé le bout de son nez, c'est le marché du smartphone reconditionné et non pas d'occasion, qui est de la grande différence, c'est-à-dire qu'il y a un processus industriel qui vient s'intercaler entre un produit de seconde main et une remise en circulation et une revente sur le marché. Donc, on est un des acteurs historiques du reconditionnement en France et en Europe. Ça fait pareil à peu près 8 ans qu'on est sur ce segment de marché. Sur notre cœur de métier, c'est-à-dire principalement du B2B, on a eu quelques épisodes de positionnement en direct de vente donc de smartphones et de tablettes auprès du client final, mais qu'on a souhaité accélérer l'année dernière et notamment en tout début d'année avec le lancement de notre propre marque pour pouvoir vendre en direct, servir nos clients en direct, et ça constitue une profonde transformation pour un groupe industriel de se positionner clairement et directement en face du client final dans une stratégie de diffusion multicanal. Et c'est ce qu'on est en train de développer et d'accélérer en ce moment. Donc, Cadaos, c'est du sourcing un peu partout en Europe. Malheureusement, on ne peut pas se restreindre sur uniquement du circuit ultra court parce qu'il faut quand même atteindre du volume. Par contre, le reconditionnement est fait à Dinan et on revend aujourd'hui partout en France et puis on commence un petit peu à l'étranger. Cadaos est basé sur le reconditionné premium, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez eu une explosion des acteurs du reconditionné un peu partout. Nous, on se positionne vraiment sur notre process industriel et sur le fait que Cadaos, cette entité Cadaos, est appuyée sur le groupe Cordon Electronics qui est certifié par tous les fabricants. Et donc, on peut reconditionner avec des pièces d'origine constructeur, ce qui fait vraiment toute la différence. Donc voilà, et notre positionnement est très fortement axé sur les services, c'est-à-dire qu'au-delà de la vente d'un produit reconditionné, on propose à nos clients tout un tas de services associés, du diagnostic, de prise en charge SAV, forcément c'est notre cœur de métier, du transfert de données et la possibilité de racheter vos produits. Donc Cadaos, c'est un ensemble de services. L'ambition global du groupe Cordon, c'est clairement de devenir le leader européen de la maintenance, pour utiliser ce terme un peu générique, de tout ce qui est terminaux de télécommunication dans une logique d'économie circulaire. Donc là, on a parlé de Cadaos qui est en plein sur ce segment, mais Cordon Electronics a une ADN forte d'économie circulaire et on ne le fait pas forcément suffisamment savoir au quotidien et autour de nous. Nos métiers et nos enjeux, tout ce qui gravite autour des solutions et des services pour assurer la continuité d'usage d'un device électronique. On revient autour du smartphone notamment, difficile de s'en séparer. Quand on a un problème, c'est-à-dire une panne, une casse, on cherche forcément à le réparer le plus vite possible et de la meilleure façon possible, mais potentiellement aussi à avoir quelque chose de secours. Donc c'est pour ça qu'on a
développé de nouveaux business ces dernières années. Aujourd'hui, les assureurs font partie intégrante de nos nouveaux marchés, de nos nouveaux clients. Et on a une de nos activités où on fait du prêt de mobile pour l'intermédiaire d'assureurs, par exemple. Donc, on est peut-être potentiellement assez loin de l'image qu'on peut véhiculer, premièrement, quand on s'intéresse à Cordon Electronics. Promouvoir de nouveaux modes de consommation alternatifs, réparer, reconditionner, louer. Donc, toute alternative à consommer neuf systématiquement. C'est notre vraiment créneau principal. Et industrie, digitaliser nos outils, nos process, nos métiers. Bien évidemment, le digital est au cœur de nos préoccupations sur nos marchés et pour nos clients, mais bien évidemment, ça doit s'accompagner par cette transformation interne, forcément. Nos projets et nos besoins, ce que je positionne aujourd'hui, même si la photo pourrait être bien plus étoffée que cela, tout ce qui gravite autour du e-commerce, e-commerce omnicanal qui est la donne aujourd'hui, on ne vend plus seulement en direct, tout ce qui gravite autour de la communication et du marketing digital. On est une entreprise qui a besoin de se transformer, de sortir de la vision purement B2B où on communique peu et uniquement dans notre secteur. Aujourd'hui, dans cette vision nouveau marché, nouveau business, il faut qu'on sache, qu'on fasse savoir qu'on existe, qu'on est là, qu'on fait beaucoup de choses que personne ne soupçonne. Et ça passe aussi par cette présence aujourd'hui, par rencontrer des startups et faire savoir ce qu'on pourrait faire ensemble. Tout ce qui gravite autour de nos services clients, d'accompagnement du client dans l'usage de son smartphone, de ses devices du foyer, on a parlé des box opérateurs notamment, et tout ce qui gravite autour des solutions digitales pour accompagner la transformation interne de l'entreprise. C'est la résultante de ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça marche, merci beaucoup. S'il y a des questions, bien évidemment. Monsieur Tachon. Monsieur Tachon, vous avez eu déjà pas mal de succès parce que je crois que vos 8 créneaux de disponibilité pour cet après-midi sont occupés par des rendez-vous avec les startups déjà. J'espère qu'il va y avoir de belles rencontres. Est-ce qu'il y a déjà, peut-être une question de mon côté, est-ce qu'il y a déjà des success stories de votre côté dans des relations avec des entreprises tierces, des contributions que vous auriez, ou des collaborations que vous auriez ficelées avec des startups ou des entreprises innovantes et, alors, un réseau de partenaires, prestataires, agences, oui, forcément, dans une logique de développement et d'externalisation des compétences qu'on n'a pas. Une vraie logique d'introduction et de fit avec des startups en interne, beaucoup trop peu, d'où notre volonté d'accélérer sur notre présence à ce genre de journée pour travailler sur du court, moyen, long terme en fonction de nos enjeux actuels et de nos enjeux futurs, c'est-à-dire pour prendre date et prendre contact avec des startups pour potentiellement développer des choses qui ne vont pas être mises en place peut-être tout de suite au mois de septembre, mais peut-être sur 2021, 2022, en fonction de notre roadmap. Ok. Et peut-être encore une question. La startup qui aurait l'offre de service ou la compétence, la petite brique techno idéale pour vous, la chose qui serait la plus utile à vos métiers, en un mot, ce serait? C'est compliqué parce qu'on a tellement de métiers que je pourrais avoir autant de réponses que de métiers. Après, je vais parler de ce qui a motivé ma présence en premier lieu aujourd'hui, et revenir sur tout ce qui est transaction en ligne au sens très large du terme, donc allant d'une innovation sur le paiement en ligne en passant par une solution de transport un peu innovante, toute la chaîne de bout en bout, depuis l'expérience client, de faire connaître Cadaos jusqu'à la livraison d'un produit ou le retour produit, puisque nous, comme on fait de l'achat et de la revente, finalement, le processus et l'expérience client est très, très vaste. Finalement, on a un champ d'action qui est très important. Ok, merci beaucoup. Bon, le terme de transaction, ça fait tilt dans ma tête. Je ne sais pas si la personne en question vous rencontrera cet après-midi, mais en tout cas, il y a une mise en relation possible sur ce type de sujet. Merci beaucoup, Monsieur Tachon. Je vous propose de poursuivre. Le prochain grand compte à l'ordre du jour, c'est un grand compte public, c'est une intercommunalité, Lamballe Terre et Mer, avec
Émilie Morin. Bonjour. Alors, on a l'image. Oui, c'est bon, désolée, je suis un peu en contre-jour. Bonjour, bonjour à tous. Normalement, Cédric doit me rejoindre, j'espère. Donc, je vais démarrer la présentation. Je vais faire le partage d'écran. Alors, très bien. Donc, du coup, Émilie Morin, chargée de mission territoire d'industrie à Lamballe Terre et Mer. Donc, Lamballe Terre et Mer, c'est une communauté d'agglomération de 69 000 habitants et de 38 communes, dont Lamballe-Armor, qui est la 3e ville des Côtes d'Armor. Au total, la collectivité, elle comprend 1000 agents, donc c'est quand même une assez grosse collectivité. Le territoire, il est à la fois périurbain, littoral et rural. Au niveau économique, on est caractérisé par 4 filières industrielles majeures: l'agroalimentaire, la mécanique, le bois et pêche et transformation. Mais on est aussi une destination touristique phare de la Bretagne, Saint-Brieuc-Paimpol-les-Caps, où le patrimoine est riche. La gastronomie est excellente, paraît-il, et comment la nature permet de faire des activités telles que le GR34, les activités nautiques. Donc, depuis peu, la gare de Lamballe est desservie par la LGV. Donc, nous sommes à 2 heures de Paris. Rennes est à 40 minutes et Brest à 1h30. Il y a également la route nationale 12 qui est desservie d'est en ouest, qui desservit d'est en est le territoire. Donc là, c'était vraiment une information globale. Nous, on va passer aux principaux métiers et leurs enjeux. Donc là, vous pouvez voir un peu un affichage de différents métiers, mais nous avons beaucoup de métiers dans la collectivité, mais je peux vous citer les services comme l'eau et l'assainissement, l'enfance, les systèmes d'information, la communication, les partenariats, la direction du développement économique et attractivité auquel je fais partie, la mobilité, l'habitat, l'environnement, l'aménagement. Donc, ces différents services peuvent être intéressants à correspondre avec les besoins ou les propositions des différentes startups. Donc, nous, on a organisé un projet de territoire à l'horizon 2032 et 5 enjeux sont ressortis. Donc, d'abord, le territoire créateur d'emplois et donnant un sens au travail local, la qualité de vie à tous les âges de la vie, la notion de proximité et un lien social au quotidien, un engagement écologique et une coopération à toutes les échelles. Ensuite, nos projets, nous avons beaucoup de projets variés, transversales également. Donc là, actuellement, nous avons un projet de laboratoire d'innovation territoriale, la maison de l'économie, qui n'est pas encore à ce jour, qui est en émergence, on y travaille. Nous faisons partie également de la démarche territoire d'industrie qui est à l'échelon national, concerne 146 territoires d'industrie axés sur l'attractivité, le recrutement, l'innovation et la simplification, sans oublier tous les aspects de transition écologique et énergétique qui sont dans chacune des pistes. Nous avons également un projet d'espace de coworking qui va voir le jour sur Lamballe au niveau à l'automne, il me semble, oui c'est ça. Cédric vient de me rejoindre, je l'intègre au rendez-vous, on est un peu en contre-jour. Sinon, on a aussi également un réseau de transport à l'échelle du territoire qui s'est déployé en janvier 2020, il se nomme le Distribus. On a beaucoup de projets autour du tout numérique, comme beaucoup de collectivités, avec le confinement. On a déployé beaucoup plus de visioconférences. On va avoir également un dispositif ici pour faciliter l'accueil et les premières questions. Il y a également un projet au sein du service développement durable de mener le plan climat-air-énergie territorial et également le plan alimentaire territorial. Donc voilà, j'ai terminé pour la présentation. Merci Émilie. Donc une collectivité avec beaucoup de métiers et autant de projets ou presque.
je crois que vous avez beaucoup de sollicitations pour cet après-midi. Il y a presque une douzaine de sollicitations pour des rendez-vous. Donc, vous allez devoir faire le tri. Les gens qui ne pourront pas vous rencontrer cet après-midi, on vous les adressera ultérieurement. Je pense que vous serez disponible pour ça. Ce que vous auriez envie de trouver, idéalement, de votre côté, l'entreprise ou la start-up qui vraiment ferait résonner quelque chose de très fort chez vous, elle proposerait quoi si on faisait votre liste au Père Noël? Une liste Père Noël, on va pas. Généralement, on prend pas la chose dans ce sens-là. On est plus là pour créer les conditions de l'économie et installer un maximum d'entreprises sur le territoire, qui fait la structuration de notre économie. On a une industrie, comme l'a dû le préciser Émilie, une industrie lourde qui a tenu pendant toute cette période de la période Covid, qui encore brosse le territoire. Nous, on est pour créer les conditions d'une implantation de toutes les économies. Notre filière économique, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'agriculture. Quand on parle d'agriculture, on parle de l'ensemble des agricultures. Pour l'économie, on va parler de l'ensemble des économies. On ne cache pas notre attachement à l'agroalimentaire, au domaine maritime, à la pêche, mais on sait qu'aujourd'hui, on a une modernisation de l'ensemble des métiers. C'est pour ça aussi qu'on est présent aujourd'hui au travers de cette convention French Tech Startup, pour voir quelles sont les nouvelles tendances qui s'affichent dans les programmes de développement économique qui peuvent se greffer à cette structuration d'économie qui est en place et qui est travaillée par l'Ambalter-Mer depuis des années, dont on voit aujourd'hui le bénéfice d'une économie stabilisée Ok. sur l'industrie, sur le second œuvre, également sur le commerce. Ça marche. Donc, ce que tu nous dis, Cédric, c'est que c'est intéressant de vous rencontrer à la fois pour les métiers de la collectivité et les projets internes à la collectivité, et puis aussi pour la capacité à mettre en lien avec les filières économiques du territoire, et notamment cette grande et puissante filière alimentaire du territoire de Lamballe-Terre-et-Mer, qui a des projets non seulement d'ailleurs autour de la filière alimentaire, mais aussi dans les domaines de l'énergie, par exemple. Écoutez, merci beaucoup. Voilà, ce que je disais, c'est que votre planning de rendez-vous est déjà bien chargé pour les entreprises qui n'arriveront pas à prendre des rendez-vous avec vous. Adressez-vous à nous, on pourra vous mettre en relation ultérieurement. Ils nous ont donné tous leurs contacts, donc on pourra les solliciter à un prochain rendez-vous. Exactement. Ça marche. Bon, merci beaucoup à vous deux. On est dans le timing pour passer à un autre acteur qui est Dinan Agglomération. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. La règle du jeu, donc, c'est 5 minutes de présentation à la fois des métiers et des enjeux et des besoins de Dinan Agglomération. Et puis éventuellement des échanges avec les participants via l'app Imagina ensuite. Et je te cède la parole, Kevin. Ok, merci. Alors, du coup, c'est une présentation qu'on fait, donc, qui est issue de notre rapport d'activité que vous pouvez retrouver sur le site web de Dinan Agglomération. L'idée, c'est que je puisse vous présenter un petit peu quels sont les différents projets en cours actuellement à l'agglomération. Donc, que je puisse vous présenter un petit peu les politiques et les projets qui sont actuellement en cours et que ça fasse écho justement à des solutions que proposent les startups. Moi, je suis référent plutôt sur les filières maritimes et littorales, pêche, aquaculture, nautisme, mais je suis aussi référent au sein du service développement économique sur tout ce qui va être innovation économique. Dinan Agglomération, c'est donc 64 communes, donc c'est une agglomération qui est assez jeune, issue de la loi NOTRe, avec la fusion d'anciens EPCI, donc il compte quasiment 100 000 habitants sur 932 km². Et donc on a un ensemble de compétences sur lesquelles on agit comme les communes, enfin les collectivités voisines. Je vais passer assez rapidement dessus. Donc on avait un gros chantier autour de l'habitat et de l'urbanisation, avec un PLUI intercommunal qui s'est clôturé l'année dernière. On a un secteur mobilité et transport qui a été en forte évolution là, avec la création de l'agglomération, puisqu'on a mis en place un réseau de transport. Donc c'est quelque chose de nouveau, et c'est notamment des nouveaux métiers qui apparaissent au sein de l'agglomération, avec des nouveaux besoins. Là, on est en train de développer un réseau de navettes estivales.
Sur le développement économique plus particulièrement, on est en gestion de 42 zones et 7 pépinières d'entreprises. Donc on est aussi justement, comme nos collègues de l'Embal, on essaie de faire émerger des entreprises sur les territoires au travers d'un accompagnement à ces entreprises-là, par le biais de la pépinière, mais aussi de structuration de filières. Cette structuration de filière passe par une stratégie de développement économique qui a été votée par les élus l'année dernière, que vous pouvez retrouver aussi sur le site de l'AGLO. Et parmi les dispositifs actuels au sein de ce service développement éco, on a un gros volet autour de la stratégie agricole et alimentaire avec l'animation d'un plan alimentaire territorial, où l'idée est d'essayer de relocaliser de la production alimentaire sur le territoire et de la consommer sur le territoire au travers notamment des cuisines collectives, mais pas que. En termes de tourisme, l'agglomération, pareil, en élaboration de stratégie et s'inscrit dans une dynamique, on va dire, de destination régionale avec le Cap Fréhel, Saint-Malo et la baie du Mont-Saint-Michel. Là aussi, on a des demandes et des besoins particuliers autour de la valorisation de nos atouts touristiques, autour du meilleur accueil des touristes sur le territoire. Et donc, on est aussi en recherche de solutions un peu innovantes dans ce domaine-là. Collecte et valorisation des déchets, c'est aussi une des politiques, on va dire, majeures au niveau de l'agglomération, puisqu'on est un territoire qui est labellisé territoire économique en ressources, avec donc lauréat d'un appel à projet de l'ADEME. Donc, on est à la recherche aussi beaucoup de tout ce qui va être des solutions d'économie circulaire, d'essayer de faire que les déchets des uns deviennent les ressources des autres, et de mettre en réseau justement les différents acteurs économiques du territoire pour créer les conditions d'une économie, on va dire, un peu plus verte, durable. Et puis à côté de ça, on gère aussi les déchets, on va dire, collecte des déchets ménagers et tri. PCAET, donc là, de la même façon, donc plan climat air énergie sur la partie économie d'énergie, mais aussi développement du gaz naturel, des économies en énergie. Il y a d'ailleurs un cluster auquel participe le Zoopôle qui est mis en place là dans ce cadre-là. Des métiers qui ont lieu plutôt après derrière à l'environnement. Donc là, on a une approche sur les grands cycles de l'eau. Donc ça va être des métiers autour de l'aménagement environnemental, de la restauration des cours d'eau, de l'intégration de la biodiversité dans les paysages. Donc ça va être grand cycle de l'eau, donc plutôt cycle naturel, mais aussi petit cycle de l'eau, tout ce qui va être assainissement, donc que ce soit collectif, non collectif. Donc plutôt des métiers, on va dire, de traitement de l'eau. Et donc on a des besoins aussi, des recours à des prestataires sur de la construction de stations d'épuration ou de la réfection de réseaux d'eau pluviale ou d'eau usée. Donc là, du coup, je passe. Et ensuite, on a un pan de nos politiques qui sont plutôt liées vers les services à la population, donc petite enfance, crèche, accueil individuel, tout ce qui va être structure sportive. Donc là, ça va être les piscines, les centres nautiques, les équipements terrain de foot, ce genre de choses. Donc là, on peut aussi avoir des besoins sur des innovations en termes soit d'approche des pratiques, ou bien même de pelouse synthétique, mais qui serait par exemple plus respectueuse de l'environnement, avec du plastique qui serait recyclé, ce genre de choses. Et culture patrimoine, donc on a aussi des écoles de musique et une programmation artistique qui est animée par l'agglomération. Action sociale, et donc tout ça, en fait, on essaye on est dans une démarche d'innovation publique, donc on essaye, tant bien que mal, d'être à l'écoute justement de ce que peuvent proposer les acteurs économiques du territoire comme solution un peu innovante pour essayer de retravailler la façon dont on a d'élaborer les politiques publiques, mais aussi de faire des commandes et de proposer des nouveaux services. C'est aussi pour ça qu'on participe aujourd'hui à cette convention d'affaires. Et puis, on a au sein des services supports, un service marché qui intègre depuis l'année dernière des clauses, on va dire, sociales
et environnementale dans l'ensemble de nos marchés. Donc, on est attentif à toutes les solutions qui pourraient sortir un petit peu du cadre qu'on avait l'habitude lorsqu'on passait des marchés. Lorsqu'on passait un marché, par exemple, sur de la voirie, là, on va être attentif à des critères justement d'insertion, mais aussi d'économie circulaire, de préservation de la ressource ou de compensation en cas de, on va dire, de pollution ou de bilan carbone qui sera un petit peu mauvais. Donc voilà ce que je peux vous dire. Comment dire, cette présentation est issue de notre rapport d'activité. Donc si vous voulez revoir en détail les projets sur lesquels on travaille actuellement, vous pouvez du coup les retrouver sur le site web. Et puis je suis à votre disposition pour répondre à la question. Je crois que pour cet après-midi, on a déjà 8 créneaux de bouquet. Du coup, j'ai dû refuser des créneaux ce matin. Voilà. C'est ça. À nouveau, tu vas avoir normalement beaucoup de rencontres cet après-midi. Merci en tout cas pour cette présentation, Kevin, qui est très claire des métiers et on voit bien les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Peut-être, enfin, on a travaillé ensemble sur un projet de co-création où il y avait des enjeux publics, des enjeux de collectivité liés à la mer notamment, puisqu'il s'agissait d'un hackathon, Océan Hackathon l'année dernière. Est-ce que tu peux donner un exemple je sais qu'il y avait des agents d'Inno Agglomération qui y travaillaient, de projets de co-création autour de ces enjeux de politique publique liés à la mer qui ont pu émerger et du coup qui pourraient à nouveau réapparaître dans des collaborations avec des startups potentiellement? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'année dernière, donc, on avait organisé un Océan Hackathon donc, avec le concours du Zoopôle. Un des besoins, nous, des services, qui correspond à un dépôt de projet pour des financements européens, était de pouvoir faire participer la population on va dire, au sourcing ou à la prise en compte d'événements de pollution en milieu maritime. Typiquement, vous êtes un usager, vous vous baladez sur le littoral, vous constatez une couleur un peu bizarre dans l'eau, mais vous vous demandez comment est-ce que je peux alerter le maire, la collectivité, et comment, si problème il y a, il peut être résolu. Donc là, l'idée, pendant cet hackathon-là, pendant cet événement de co-construction, de co-création, c'était d'imaginer un petit peu les canaux de circulation de l'information. Donc on avait imaginé ça sous la forme d'une application pour que l'usager puisse, on va dire, signaler un événement et que ça puisse remonter dans une chaîne de décision au sein de la collectivité pour pouvoir traiter cet événement-là et mettre en place après derrière, par exemple, un barrage flottant, des analyses de la qualité de l'eau, ce genre de choses, pour derrière sauvegarder les enjeux économiques sur le territoire et environnementaux. Donc on a de l'aquaculture, par exemple, à proximité, on a des enjeux touristiques aussi. Donc c'est des problématiques qui sont assez importantes. Mais on a exactement les mêmes questions là, qui se posent sur le plan alimentaire territorial. On a un besoin de pouvoir capitaliser sur l'ensemble des commandes qui sont faites par les cuisines, on va dire, collectives des communes ou des EHPAD ou des centres d'accueil, enfin des crèches, ce genre de choses. Mais on n'a pas d'outils actuellement qui existent pour nous aider à traiter tout ça. Comment on améliore en fait la saisie de l'information par les agents et le traitement après derrière pour valoriser au mieux du bio et du local dans les cuisines collectives. Voilà un petit peu le genre de projet sur lesquels on est en attente de solutions. Ça marche, des pistes intéressantes qui font écho aux compétences de certaines startups, en effet, locales. Par ailleurs, tu mentionnais le cluster énergie de Dinan Agglomération. On sent qu'au-delà des besoins de Dinan, il y a des entreprises qui sont dans une dynamique territoriale pour faire des choses autour des économies d'énergie, d'une meilleure gestion plus intelligente de l'énergie, éventuellement de la production d'énergie renouvelable. Donc, il y a une capacité aussi, sans doute, à porter à la connaissance d'entreprises du tissu économique classique qui souhaitent agir sur ce sujet-là, des connaissances sur des offres de services de start-up dans le domaine. Et puis, il y a une compétence qui est précieuse à Dinan même, qui est celle de nos collègues du pôle Cristal, donc des spécialistes des sujets d'énergie et de thermique, notamment le chaud, le froid dans les process industriels. Donc, ils peuvent être des alliés précieux pour expérimenter une solution, par exemple,
thermodynamique sur le territoire, puisqu'ils sont installés en local. Merci beaucoup, Kevin. Donc, je vous propose de passer à l'intervenant suivant. Il s'agit de Bodmer Auto, concessionnaire auto multimarque, et de monsieur Larzul. Vous êtes connecté. Bonjour. Bonjour. Ce que vous indiquiez à ma collègue Claudie, c'est que vous vous prêtez au jeu ce matin des pitchs et des présentations d'entreprise et de ses enjeux, mais que cet après-midi, il allait avoir une difficulté à assurer certains des rendez-vous. Voilà, j'en suis navré, mais effectivement, on est en période de congé. J'ai un petit peu de gens absents et on est en travaux en même temps. On est séparés sur 2 sites, donc c'est un peu compliqué. Donc, je voulais faire le maximum pour assister à cette opération que je trouve innovante et des plus intéressantes, dont je vous remercie d'ailleurs. Mais ça va être compliqué pour moi cet après-midi. En revanche, ce que j'ai précisé à Mme Lemeur, c'est que pour les gens qui souhaitaient qu'on puisse échanger, je suis disponible. Après, il suffira juste qu'on puisse trouver un créneau. Bien sûr, et on veillera à ce que les mises en relation, les gens qui souhaitaient vous rencontrer, puissent avoir votre contact et puissent échanger avec vous au-delà de cette journée. Du coup, si cela vous convient néanmoins, présentation des enjeux de Bodmer Auto, des métiers et des enjeux en quelques minutes. Vous avez... Voilà, donc moi, mon activité est quand même beaucoup plus classique que celles qui ont été présentées précédemment, puisqu'il s'agit de la distribution automobile et particulièrement de la marque Renault. Concernant notre situation, donc effectivement, c'est une entreprise familiale qui a un fort ancrage territorial Bretagne et Normandie. On représente particulièrement les marques Renault, Dacia sur ces secteurs-là, mais aussi Nissan et Alpine, donc puisque à Rennes, nous sommes pour le Grand Ouest donc la concession de référence. L'entreprise, donc, on est effectivement leader dans la distribution automobile dans l'Ouest concernant la marque Renault, puisqu'il existe aussi d'autres distributeurs Renault, mais qui sont en multimarque. Effectivement, on est plus précisément dans l'innovation avec un centre à Cales, qu'on appelle Cales, donc Centre automobile logistique, qui est situé à Saint-Caradec et qui représente la plateforme pour nos pièces de rechange pour la distribution de la plupart de nos garages, particulièrement en Normandie, en Bretagne, pardonnez-moi, pour l'instant, ainsi que notre réseau d'agents et le réseau 3, donc, qui concerne les garages indépendants, avec un procédé, tout ce qu'il y a de plus moderne, permettant d'avoir dans tous les garages que je viens de citer 2 livraisons par jour de pièces. Au niveau du digital, donc effectivement, on est aussi plutôt bien positionné puisqu'on organise de la vente en ligne via une entreprise qui s'appelle Briocar, qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui déjà fait partie des entreprises à succès de la distribution automobile digitale. Ensuite, donc moi je dirige l'affaire de Saint-Brieuc, qui effectivement existe depuis 1978. On vend chaque année aux alentours de 1400 véhicules neufs, dont 68% à particuliers, et aux alentours de 980 véhicules d'occasion, dont pareil 63% à particuliers. Il faut savoir que cette année, malgré le confinement, on a depuis le 11 mai enregistré une très très forte demande, on a un très fort retour, y compris dans nos ateliers, ce qui nous permet de rattraper une partie du retard, même si bien évidemment, comme beaucoup d'entreprises, on ne le récupérera pas. Voilà, nos métiers, donc, je le disais, le véhicule neuf, avec représentants des marques, donc sur Saint-Brieuc, Renault et Dacia, puisque le groupe Bodmer est présent aussi par la marque Nissan, mais un peu plus haut. Donc, dans les travaux que nous faisons aujourd'hui, on est des 2 côtés de la rue Monge. Il faut savoir que l'emplacement actuel du véhicule neuf sera utilisé d'ici avril 2021 par Nissan, qui est actuellement un peu plus haut. Et nous allons centrer nos activités véhicules neufs Renault Dacia
occasion et après-vente sur la partie actuellement visible en travaux dans laquelle se trouvent nos ateliers. Donc, l'autre activité, c'est le véhicule d'occasion et bien évidemment l'après-vente par nos ateliers et la pièce de rechange, puisque nous disposons de 2 magasiniers en permanence pour servir au quotidien donc les demandes de pièces. Pour les professionnels, donc on est dispo avec 2 vendeurs dédiés qui sont là pour conseiller avec une gestion de flotte. Ce sont des professionnels qui sont bien connus de la plupart des entreprises de Briochine. On a une gamme qui est renouvelée, qui est tout à fait en phase avec les souhaits des entreprises aujourd'hui, à savoir l'électrique et l'hybride. Bien évidemment, le thermique fait que poursuivre ce qui existait déjà, mais l'électrique et l'hybride, c'est effectivement aujourd'hui quelque chose de très important, puisque on a même la possibilité de fournir un master, qui est notre gros utilitaire, en hybride et en électrique. Solution de mobilité, effectivement, les entreprises qui viennent chez nous peuvent avoir un véhicule de remplacement, faisant en sorte de bien évidemment ne pas modifier leur activité pendant l'entretien et ou l'immobilisation des véhicules en cas de grosse réparation. Les financements qui sont adaptés, donc adaptés à l'entreprise, puisque nos vendeurs sont spécialistes aussi de financement liés à tous les types de structures. Et puis, nos offres après-vente, bien évidemment, puisque nos ateliers sont ouverts à partir de 7 h le matin pour offrir une plage horaire des plus intéressantes pour les PME, mais aussi l'artisan qui, lui, a besoin d'être le plus rapidement possible en entretien pour son véhicule. Voilà globalement ce que je pourrais dire sur notre entreprise. On a des offres qui sont assez régulières en neuf, en véhicule de démonstration et en occasion, y compris en utilitaire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous rencontrer et à venir nous voir. Voilà. Pour le reste, donc cet après-midi, malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous, mais je vais me rendre disponible pour les gens qui le souhaitent pour échanger, et ceci dans les plus brefs délais. Je vous remercie, je vous prie de bien vouloir m'excuser encore pour cet après-midi. Ça marche, Monsieur Larzul. Bon, merci beaucoup pour cette présentation qui est claire, qui présente bien les métiers et puis l'ampleur à la fois géographique et d'activité du groupe Bodmer Auto. Alors, il y a une collaboration avec une start-up qu'on connaît bien à Saint-Brieuc, entre le groupe Bodmer Auto et une start-up, puisqu'elle a été lauréate de l'appel à projet expérimentation et innovation numérique de la région Bretagne. C'est la collaboration avec la start-up Certificaire, sécurisation des véhicules d'occasion, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, puis si vous avez connaissance du projet, et puis savoir… Je ne vais pas être bien affûté sur le sujet. Moi, pour ma part, il faut savoir que je suis ici depuis 11 mois. Donc, oui. J'ai aussi des partenariats qui ont pu être présents par le passé en mémoire ou dont on m'a parlé, mais sur lesquels je ne pourrais pas forcément en développer. Et en plus, si vous voulez, aujourd'hui, on priorise aussi nos travaux qui doivent être faits dans les plus brefs délais, et en essayant de faire en sorte que le travail soit altéré le moins possible. Donc, si vous voulez, j'ai pas encore eu le temps de me positionner sur ces choses qui ont été faites. Et j'en suis désolé. Ok, donc en 2 mots, ce qu'on en connaît en tout cas, de la collaboration entre Certificaire et Bodmer Auto. Certificaire, c'est une start-up briochine qui propose un dispositif de sécurisation face au risque de fraude au compteur kilométrique, donc une sécurisation qui passait notamment par les technologies de type blockchain, et du coup, c'était une façon pour Bodmer, cette expérimentation avec Certificaire, d'aller vers une sécurisation accrue des consommateurs dans le cadre de la vente de véhicules d'occasion, tout simplement. Mais ça montre que le métier automobile est plein de connexions possibles avec des innovations numériques et pas que. Donc, on espère que ça inspirera… La manière de consommer l'automobile, que ce soit chez le particulier ou dans le monde de l'entreprise, est en pleine mutation. C'est-à-dire que notre activité, alors au-delà du côté vert qui est nécessaire aujourd'hui entre les véhicules électriques et surtout les véhicules hybrides, on a surtout une tendance à avoir
des véhicules qui sont en location, beaucoup. On est en train de travailler à mettre en place avec nos services et quelques tests qu'on est en train de prévoir qui ont été pour l'instant un peu reportés avec le Covid, mais on étudie des possibilités avec notre service qui s'appelle Mobility, qui est la possibilité de prendre des véhicules à distance à partir de son smartphone un peu partout dans Saint-Brieuc pour voir comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez, nous, l'automobile se transforme et nous, à Saint-Brieuc, on est tout à fait en phase avec ça et on essaye d'avancer en même temps. Renault est un constructeur qui est très, très, très intéressé et qui commence vraiment à beaucoup, beaucoup travailler sur le nouveau fonctionnement de l'automobile, avec notamment les offres de mobilité. Ça marche, merci. Alors, il y a une question qu'un participant vous pose sur le chat dans l'outil Zoom. En tant que lien direct avec les consommateurs, êtes-vous en mesure de remonter les besoins et les suggestions aux constructeurs eux-mêmes? Alors, oui, bien évidemment, puisque nous, en tant que distributeur de la marque, on a possibilité de le faire. On le fait assez régulièrement. Il faut savoir que nous, on est extrêmement contrôlé aussi et suivi par les gens qui achètent. Hein, alors, par tous les questionnaires habituels, les verbatim qu'on connaît tous, en tout cas quasiment tous dans nos entreprises. Mais au-delà de ça, effectivement, on a possibilité de remonter un certain nombre de choses aux constructeurs. Alors, l'efficacité que ça peut en avoir, elle se mesure pas forcément de Saint-Brieuc, puisque ce qui est important, c'est la remontée de plusieurs concessions en même temps et un peu partout. Mais globalement, les problèmes qu'on peut rencontrer et qu'on remonte sont des problèmes qui existent ailleurs. Donc, on est, je dirais, à moyen terme, on est entendu. Ok. Est-ce que j'ai répondu à la question? Tout à fait. Et est-ce que vous auriez un exemple d'un problème un peu actuel, de choses sur lesquelles collectivement vous gagneriez à travailler entre concessionnaires Renault, par exemple? Si vous voulez, là, prioritairement, en ce moment, ça va être lié aux véhicules qui ont été immobilisés pendant plusieurs mois et donc, Oui. si vous voulez, une maintenance électronique doit se faire. Et de ce fait, on prend un peu de retard dans la livraison puisque il nous manque quelquefois certaines pièces qu'on doit changer de par l'immobilisation et sur lesquelles on serait un petit peu en retard. Voilà. Donc, c'est en train de se résorber, mais le constructeur, comme nous tous, on a été un petit peu surpris par ce Covid et du coup, ça fait aussi partie des choses qui sont liées au déconfinement. Donc, nous, on n'en veut pas à notre constructeur parce que nous, on est directement aussi concernés par ces retards et on le vit au quotidien dans l'entreprise. Et après, pour un acheteur, et un client lambda, c'est beaucoup plus difficile à imaginer. Ok, ça marche. Donc des enjeux, oui, très contextuels liés au Covid. Complètement. Et à la maintenance. Après les sujets qui sont liés à la qualité de fabrication des produits, ça, c'est des sujets sur lesquels on échange régulièrement. C'est-à-dire que Renault fait partie des marques qui ont énormément travaillé sur la qualité des produits à travers le temps pour essayer de faire en sorte qu'aujourd'hui, les derniers produits sortis, notamment le dernier Capture, soient des véhicules, et la dernière Clio, soient des véhicules qui soient tout à fait en phase avec la concurrence, même outre-Rhin. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, merci à vous. On poursuit avec Vitalac, Monsieur Tellet, qui est avec nous. Bonjour. On va passer dans la partie agroalimentaire, donc c'est très bien, hein, c'est quasiment l'heure du déjeuner. Alors, j'ai repris, je vous le cache pas, un petit peu à l'arrache. Là, ce matin, on m'a demandé d'intervenir, mais avec grand plaisir. Donc, Stéphane Tellet, responsable grand compte chez Vitalac. Donc, je vais vous présenter la société. Donc, nous sommes dans le domaine de la nutrition et de la santé animale avec une gamme de pré-mélanges, pré-mix, minéraux, aliments et spécialités nutritionnelles. Donc aujourd'hui, Vitalac, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de salariés. Nous travaillons beaucoup sur l'élevage,
en contact direct avec les éleveurs, mais aussi sur la partie plus industrielle, B2B. Et pour faire très simple, on fait à peu près 50% de notre activité, notre chiffre d'affaires à l'export, et on est présent dans plus de 60 pays. Nous avons initié récemment une collaboration avec Europrocess, qui donc une société qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une cinquantaine de salariés et qui a 100 clients, tout secteur d'activité. Alors, je suis désolé, c'est très touffu. Je vais essayer de rendre ça plus sexy. Donc, on est, vous l'avez compris, dans la nutrition animale. Je vous ai parlé de l'approche globale, effectivement, par rapport à l'élevage. Donc, on est sur des leviers d'amélioration zootechnique. On travaille sur le sanitaire. Donc, le sanitaire, c'est pour traiter des choses qui ne sont pas très sympas, comme les salmonelles. Et là, on est très actif là-dessus, en particulier avec des traitements à base d'acidifiants, voilà, mais pas que. Mais on est en ce moment très, très actif là-dessus, sur le sanitaire. Bon, ensuite, effectivement, donc ça rappelle la partie par rapport à notre contact avec l'élevage depuis plus de 30 ans. Effectivement, durant le confinement, on a développé une production parce que nous avons l'outil de gel hydroalcoolique. Donc, on a produit près de 600 tonnes. Voilà, c'est quelque chose qui continue. Dans notre approche aujourd'hui, nous avons des experts chez nous, des audits industriels. Nous sommes dans une démarche HACCP. Je vous ai parlé des salmonelles, de la décontamination par une approche combinatoire de mélange d'acides, de flore de barrière et de traitement à base de LED, donc de traitement lumineux. Nous avons donc, par rapport à notre collaboration, effectivement, non seulement nous produisons du gel hydroalcoolique, mais nous avons aussi mis au point des bornes distributrices avec Europrocess. Donc voilà, c'est un petit peu un résumé des solutions des médications, en particulier par rapport au retrait des antibiotiques. Donc nous proposons d'autres solutions aujourd'hui. Des analyses métaboliques portatives, donc accentuer la démarche RSE et la solution et des produits Green Label. Beaucoup de travail sur la partie sanitaire, une approche combinatoire, donc effectivement, je me répète, pour la maîtrise des salmonelles, donc avec des acides organiques, des flores de barrière, des traitements lumineux, donc à base de LED, et l'ouverture à de nouvelles solutions pour la gestion des pathogènes. Voilà, et je suis à votre écoute. Ok, bon, merci beaucoup Je vais essayer d'être bref. Donc merci pour cette présentation de Vitalac. Peut-être, c'est quand même un groupe de la filière agri-agro particulier, avec la présence, entre autres, d'Europrocess dans le giron du groupe. Une entreprise qui fait de l'électronique comme ça, c'est intégré pour, j'imagine, ajouter des innovations numériques, Oui. des capteurs, des choses de ce type, avec ce type de logique dans les métiers de Vitalac. Est-ce que vous avez fait le tour des besoins avec Europrocess, ou sur quoi vous seriez ouvert en matière d'innovation numérique? Alors, je parle au nom de mon collègue Alexandre Cuélard, qui devait normalement intervenir, mais je travaille beaucoup en binôme avec lui. On n'a pas fait le tour de la question. Je veux dire, lui s'occupe effectivement d'innovation, c'est un biochimiste. Ça n'est que le début d'une collaboration. Et effectivement, on est dans une période, on la connaît tous, l'aspect sanitaire est très important.
voilà, on travaille depuis 30 ans sur des propositions à base d'acidification, de choses. Il ne faut pas non plus voir un côté opportuniste. Ça fait 30 ans qu'on est dans ce domaine, mais effectivement, aujourd'hui, bon, ben voilà, il y a une demande, et on développe, on est complètement dans une phase de proposition, de nouvelles solutions. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais nous ne sommes qu'au début de cette collaboration et nous avons, plein de projets à développer et encore pour effectivement trouver des solutions, amener des solutions par rapport à tout cet aspect sanitaire qui nous préoccupe tous aujourd'hui. On a 2 questions dans le chat. Est-ce que vous avez des partenariats déjà, donc hors Europrocess, qui est dans le giron du groupe sans doute, des partenariats avec des entreprises innovantes, des startups dont vous pourriez nous faire état? Et est-ce que vous avez des besoins en matière de traçabilité et comment vous les formulez ces besoins-là? Des partenariats, oui. J'ai pas montré, j'ai une autre présentation. On travaille entre autres avec le CEA, Commission à l'énergie atomique Tech. On a des partenariats avec des laboratoires comme LaboCA, qui sont partenaires depuis des années, qui nous amènent en termes d'outils d'analyse comme spectro de masse, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout le sujet. On travaille. On a une unité nous-mêmes de recherche-développement avec, en gros, il y a une demi-douzaine de personnes vétérinaires, biochimistes et autres personnes. Voilà. Alors, des partenariats, je reviens sur votre première question. Oui, on en a et voilà, avec des laboratoires, je vous ai cité… Startups et des entreprises innovantes ou essentiellement des acteurs de la recherche et de l'expertise? Ça a coupé, je suis désolé. Pardon, vous avez des partenariats avec des startups et des entreprises innovantes également, ou c'est essentiellement des partenariats avec les acteurs de la recherche et de l'expertise, comme vous nous l'indiquiez? Alors, oui, mais là, ce serait plus Julien Lecalvé qui serait là pour répondre. Non, mais je sais qu'on collabore régulièrement avec des startups. Là, après, j'ai pas toutes les informations par rapport à ça. Mais oui, il y a des collaborations qui sont faites avec… Okay. Je rappelle que j'ai rejoint quand même la société début de cette année. Donc, je suis encore un petit jeune dans le… Il n'y a pas de souci. Et puis, je sais que vous avez été mobilisé un peu au pied levé pour participer. Oui, complètement. Mais webinaire ce matin pour dire les choses. Donc. Pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur Tellet. Je propose de passer directement à l'intervenant suivant, qui est David Carré de Celtigel. Bonjour. Hop, on vous reçoit, on vous entend. Ça marche. Je suis directeur R&D qualité et innovation au sein de Celtigel, donc qui est une entreprise du groupe Le Gret. On n'est pas forcément très connu, Celtigel. On fait partie d'un groupe qui, lui, a un peu de notoriété en Bretagne et autour du bassin briochin et guingampais, de par le nom de Noël Le Gret, le fondateur du groupe. Donc voilà, je vais vous présenter en quelques slides, hein, ça a été très concis, il y a 5 slides pour présenter l'activité de l'entreprise, qui on est réellement, et ce que l'on fait. Donc voilà, donc, notre histoire en quelques mots. Donc Celtigel, c'est vraiment la première entité du groupe Le Gret. C'est une reprise d'entreprise de la part de Noël Le Gret, l'actuel président de la Fédération de foot. Il est aussi connu pour ça. Donc, c'était une entreprise de plats qu'on a transformée en entreprise de plats cuisinés donc, entre 86 et 88. Donc, on est basé à Plélo, entre Guingamp et Saint-Brieuc. Et d'une activité de salaison, l'entreprise a été transformée en activité de plats cuisinés surgelés. Donc, voilà, avec un vrai ancrage local et territorial sur la Bretagne et surtout sur le bassin guingampais.
je vous présenterai un petit peu aussi les entités qui forment le groupe Le Gret, parce que nous, Celtigel, on est l'activité, en nous-mêmes, on est la seule entité de l'activité surgelée, mais au total, le groupe Le Gret, c'est 11 entreprises. Donc voilà, et depuis bientôt 30 ans, on est sur Saint-Brieuc, entre Saint-Brieuc et Guingamp, à fabriquer des plats cuisinés, et on a pas mal diversifié notre activité. Donc c'est la partie organisation, et là c'est plus l'image macro du groupe Le Gret. Donc le groupe Le Gret, c'est 800 collaborateurs, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 3 grands pôles d'activité. Par contre, avec un vrai ADN, une vraie identité quasi similaire dans tous les pôles d'activité. Donc, le surgelé salé, je vous en parlerai un peu plus en détail après, c'est l'entreprise Celtigel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des conserveries de viande et de poisson avec des entreprises basées à Plélo, basées à Guingamp, basées à Binic, qui fabriquent des pâtés, qui fabriquent des conserves de viande, des plats cuisinés, des soupes de poisson, des rillettes de poisson, donc énormément de produits, du pet food aussi, sur une ancienne entreprise Friskies qui a été reprise quand Friskies avait souhaité délocaliser à l'étranger. Et la partie mariage, où là on a, à l'image un peu de ce qui se passe aussi dans les autres entités, où vraiment on joue la carte de la filière, parce qu'aujourd'hui on a un certain nombre de sites basés à côté des criées, et on fait les premières transformations de poissons. On est spécialisé aussi dans le décortiquage, le décoquillage des noix de Saint-Jacques, donc avec notamment la noix de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc et les noix de Saint-Jacques françaises que l'on va pêcher sur la baie de Saint-Brieuc, la baie d'Erquy. Et ces entreprises-là de mariage, soit travaillent en direct avec la grande distribution, avec la restauration, soit travaillent avec les entités du groupe pour vraiment avoir ce sens de la filière intégrée, où nous, Celtigel, par exemple, on est un des gros consommateurs de noix de Saint-Jacques qui proviennent de notre propre filière. Donc ça, c'est Celtigel en quelques chiffres et en quelques images. Donc Celtigel, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est entre 200 et 250 personnes, parce qu'on a une activité relativement saisonnière avec des produits très festifs, avec des cassolettes et des coquilles Saint-Jacques. Hein, c'est plutôt des produits qu'on consomme en fin d'année. On fait entre 19 et 20 000 tonnes de plats cuisinés. Ça représente 25 millions d'unités de vente. On est certifié avec toutes les certifications qui sont disponibles aujourd'hui quasiment. Donc IFS, parce que, comme je disais, on n'est pas très connu Celtigel, parce qu'on fabrique de la marque distributeur à plus de 90%. Donc on fabrique pour toutes les enseignes que vous voyez sur le côté, notamment des gens comme Picard, comme Thirier, comme Carrefour, Leclerc, Costco, qui est implanté en France aussi depuis 2-3 ans. On fait de la restauration collective, voilà, et on est caché derrière toutes ces marques en fait. On n'est pas connu, mais on fait de l'innovation, on fait du développement de produits pour toutes ces enseignes-là. Et on commence tout juste à faire de la marque Celtigel. Si vous avez commencé à regarder un peu sur la région Bretagne, on peut nous trouver aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en viens au deuxième logo, qui est le logo Origine France Garantie, qui est au cœur de la stratégie en fait, de l'entreprise actuellement et de la marque que l'on a lancée il y a maintenant près d'1 an, où nos produits, on essaie de travailler en local. Déjà, on travaille avec des noix de Saint-Jacques qui viennent de chez nous, qui viennent de France, et avec un maximum d'ingrédients qui viennent de la région. Notamment, on va travailler avec des pommes de terre qui vont venir de l'emballe sur certains produits. On va travailler avec des légumes qui viennent autour de chez nous, de la viande qui va venir de Guingamp. Voilà, c'est vraiment l'ADN. Et l'Origine France Garantie, on va dire que le confinement nous donne raison aujourd'hui. On voit le comportement des consommateurs qui veut être rassuré et veut s'orienter sur ce genre de produits. Et on est plutôt assez content d'avoir attaqué cette réflexion il y a plus de 2 ans. MSC, évidemment, parce qu'on travaille sur… merci. MSC, bon, parce qu'on travaille sur la pêche durable. On ne travaille pas non plus qu'avec de la matière française, mais quand on doit sortir de nos frontières, on va aller chercher de la matière qui va être durable. On va essayer de chercher, en tout cas, à se sourcer sur ce type de matière. On est bio, ce qui est assez étonnant pour un fabricant de plats cuisinés, parce que c'était pas dans la tendance il y a quelques années. Hein, c'était uniquement les matières premières brutes qui étaient sollicitées par les consommateurs.
aujourd'hui, on fait du bio et en 2 ans de certification, on a multiplié par 2 ou 3 les références sur des plats cuisinés assez élaborés. Hein. Quand on parle de lasagne, on est sur des produits quand même assez élaborés avec le label bio. Donc voilà, c'est tous les labels que l'on utilise sur nos 2 familles de produits, parce que je ne sais pas encore parler produits, mais on est fabricant de 2 types de produits, des entrées à base de Saint-Jacques et de fruits de mer, donc plutôt des coquilles cuisinées, et des plats cuisinés, donc qui vont de la lasagne au hachis parmentier, au moussaka, au gratin de pâte et de Saint-Jacques. Donc on a entre 300 et 400 références de produits, car chaque client, on a une référence par produit, par client. Il n'y a pas 2 produits similaires ou des produits, on va dire, standardisés. Donc notre ambition, ça résume bien à la fois l'image du groupe et l'image de l'entreprise Celtigel. C'est vraiment de grandir, faire grandir nos entreprises en développant à la fois l'emploi local et en soutenant notre filière, la filière pêche notamment, parce qu'on est en train aussi de réfléchir à des filières autres, hein, des filières légumes, des filières sur d'autres protéines, hein, sur de la viande. Donc, c'est vraiment un point très important que l'on a travaillé avec notamment la partie ambition, valeur. Ce sont des choses qui sont vraiment au cœur de notre stratégie. Et aujourd'hui, le local a vraiment pris de l'importance au sein de l'entreprise. Et enfin, voilà, pour terminer, je voulais ouvrir un peu sur les projets. Parce qu'effectivement, n'étant pas vraiment connu et qu'on n'a pas vraiment de marque, on n'est pas forcément énormément sollicité que ce soit par les startups ou par certains partenaires. Et puis, il y a une période aussi où Celtigel était plutôt une entreprise qui, voilà, pour vivre bien, vivons cachés. Aujourd'hui, on a changé de stratégie, on a changé aussi de vision, de façon de voir les choses. Et on s'ouvre un peu on s'ouvre au projet, on s'ouvre au collaboratif. Donc, on n'a pas peur de faire partager nos ambitions et nos projets. Et c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, sur les 3 prochaines années, on a écrit un cap avec de nombreux développements et qui tournent autour de 4 grandes thématiques. Donc, on a évidemment les emballages, parce que c'est au cœur vraiment des demandes de consommateurs et des demandes de nos clients de grande distribution. C'est de travailler vraiment sur toute la partie plastique, la suppression des couches et des surcouches d'emballage, travailler sur la qualité des matériaux, travailler sur la blockchain. Quand je mets emballage, il y a toute la partie blockchain aussi, traçabilité, ça devient vraiment très important. La partie communication aussi, sur des emballages un petit peu qui permettent la communication justement. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a la partie export parce que ça, c'est clairement un axe sur lequel on est très peu implanté et aujourd'hui, on est en train justement de s'équiper pour aller travailler à l'export. La partie marque, on fait de la marque Celtigel vraiment un fer de lance de l'entreprise avec le Made in France, la filière intégrée qui est assez unique dans l'agroalimentaire, en tout cas sur nos produits à base de Saint-Jacques. Et notre capacité à innover, il faut savoir qu'on a une équipe de développement de 7 personnes aujourd'hui avec des cuisiniers, des chefs de projet, des ingénieurs. Donc, on a cette capacité-là à développer des recettes, c'est notre premier métier, mais développer également des concepts, d'aller se frotter à des secteurs d'activité que l'on ne connaît pas, sur de l'apéritif, sur des choses comme ça, être à l'affût des tendances. Donc ça, c'est une vraie force de la part de l'entreprise, c'est un vrai projet. Et le dernier, c'est le co-packing. Donc ça montre aussi à quel point on s'est ouvert vers l'extérieur. Aujourd'hui, on est partenaire, prestataire pour des grandes marques. Donc il y a des gens comme Findus. Et là, très dernièrement, des gens comme McCain avec qui on a développé des produits qui vont être vendus de façon nationale. Et on a énormément de sollicitations sur ce type de fonctionnement. Et c'est quelque chose qui nous va bien aussi. C'est une autre façon d'approcher le commerce et le développement. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise et du groupe. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des besoins en formation digitale pour vos salariés? Et ça rejoint une autre question, des besoins en amélioration des conditions de travail, des choses de cette nature-là. Voilà. Aujourd'hui, sur le digital, on est très loin. On démarre de très loin. C'est plein de questions que l'on se pose. Mais ça viendra peut-être parce qu'on est sur un gros travail de refonte, notamment de notre site internet,
Et donc ça, il y a un gros travail. Aujourd'hui, même en interne, on n'a pas forcément les compétences et on est en train justement de réfléchir au profil qu'on pourrait avoir besoin. Alors, de là à parler de formation, je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui, mais en tout cas, on aura besoin, oui, à l'avenir, de personnes capables d'entretenir nos sites Internet, de pouvoir faire fonctionner tous les outils de communication, parce qu'on parle de blockchain, mais quand on dit blockchain, il y a plein de choses qui se passent derrière. Quand on parle de QR code, il y a plein de choses qui se passent derrière. Donc peut-être à l'avenir, mais là, à très court terme, non. Ok. Et le sujet des conditions de travail, est-ce que ça donne matière à des innovations chez vous? Oui, on a chaque année, en fait, alors on travaille avec des ergonomes, on travaille assez régulièrement ce type de professionnels qui viennent justement nous faire des préconisations en termes d'outils. Il faut savoir qu'on a un outil à la fois qui est très flexible, hein, parce qu'on fabrique 400 produits différents sur 4 lignes de fabrication, donc c'est très, très flexible. Ça demande aussi de l'agilité de la part du personnel, mais tout ce que l'on peut, on va dire, automatiser, mécaniser en termes de gestes répétitifs et de pénibilité, on essaie de le faire et d'investir chaque année. Donc, il y a des projets tous les ans d'investissement. On est sur un groupe qui investit, entre autres, sur la partie qualité et santé au travail. Ça marche. Bon, écoutez, je vous remercie. Alors, je vous propose de passer à l'intervenant suivant, qui est Acerva, équipementier d'élevage notamment. Bonjour. Monsimer, vous êtes avec nous. Voilà, bon. Voilà, Damien Monsimer, oui. Ça marche. Donc moi, je suis Damien Monsimer, donc je suis le responsable donc, du bureau d'études informatiques et électroniques chez Acerva. Donc Acerva, donc une entreprise basée à Lamballe et qui travaille sur l'automatisme en élevage. Donc là, par rapport à Celtigel, on va carrément en amont de la filière. On est essentiellement sur le marché porcin et avec une forte prépondérance au marché porcin français. Mais aujourd'hui, on a du développement international. Donc aujourd'hui, Acerva a plusieurs filiales. Donc la partie automatisme qui est la partie principale, donc automatisme en alimentation animale et également en ventilation. Mais on a une expertise également, on a une filiale qui travaille sur les énergies renouvelables. Et on a également une boutique en ligne, technique online, où on va retrouver différents équipements d'élevage, qui ne sont pas toujours des produits que l'on fabrique, mais de la revente sur une boutique en ligne. Alors très vite, Acerva, c'est une entreprise qui s'est créée en 1978 dans la vente d'automatisme et de ventilation, automatisme d'alimentation. En 2008, c'est une entreprise qui a été rachetée par 3 cadres de l'entreprise. Et aujourd'hui, en 2020, Acerva présente toute une gamme de produits innovants sur le secteur de l'automatisme en élevage. Alors, ce slide-là, je l'aime beaucoup. Ça représente assez bien ce que Acerva fait aujourd'hui. Donc, les missions et ce vers quoi on veut aller. Notre mission, imaginer, concevoir, installer des systèmes digitaux interconnectés du champ à l'assiette. Alors, c'est très large. Les différents mots champ à l'assiette et interconnecté, c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, ça veut dire qu'on recherche à travers nos automatismes à relier un maximum d'informations, récupérer un maximum d'informations à travers nos machines, mais également récupérer ces datas pour ou les envoyer vers des équipements que l'on a, vers des bases de données que l'on a, mais également travailler avec la profession. Et là, c'est assez large, puisque du champ à l'assiette, on ne va pas trouver toujours les mêmes partenaires, mais on a différents partenaires qu'on a, qui sont présents d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà, ils sont divers et on peut, nous aujourd'hui, c'est ce que l'on recherche beaucoup sur nos équipements et l'éleveur va chercher ces équipements-là pour ce thème-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a différents thèmes, là, améliorer la qualité de vie de l'éleveur allié au bien-être animal. Ça fait partie de notre travail de tous les jours. Augmenter la performance économique de nos clients.
et répondre aux attentes sociétales actuelles et futures. Donc ça, c'est des thèmes sur lesquels on pourra reparler après. Donc notre vision, eh bien, c'est de faire Acerva un leader au niveau de la ferme intelligente ou la ferme connectée. Ce qu'on appelle la ferme intelligente, c'est plutôt la ferme connectée. Et Acerva, eh bien, souhaite se développer sur différents secteurs, aussi bien agricoles, mais on travaille également à travers nos deux bureaux d'études, puisqu'Acerva a un bureau d'études en informatique électronique, mais également en mécanique. Et ça nous arrive de prendre des projets aussi industriels. Donc, on travaille également sur l'industriel. Je pense à un projet, par exemple, où là, on a fait travailler une start-up qui doit être présente aujourd'hui. Je pense à Samea, par exemple, Samea avec Sébastien Amiot, où on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble sur un projet de containers connectés. On est en train on a déjà sorti, hein, mais aujourd'hui, on a un équipement qui n'a rien à voir à notre secteur agricole. Mais on propose ce produit-là parce que derrière, un industriel nous l'a demandé à travers notre bureau d'études électronique, informatique et également mécanique. Voilà. Donc, Acerva également sur ce projet-là. Nos valeurs, eh bien, les valeurs d'Acerva, l'innovation, ça fait partie du point important de chez Acerva en permanence pour être au service de l'homme et de l'animal. L'efficacité et l'efficience, eh bien, et la simplicité, c'était un maître mot dans nos développements pour que l'éleveur puisse, à travers des équipements complexes et techniques, réussir à travailler le plus simplement possible. Et l'implication, bien, ça, c'est notre travail de tous les jours, puisqu'on est toujours au plus près de nos clients pour connaître leurs attentes et faire évoluer nos équipements. Alors, c'est les clients, mais c'est également nos partenaires, dont on parlait tout à l'heure, avec lesquels on travaille en permanence. Donc, Acerva, c'est 98 salariés aujourd'hui, un service R&D électronique informatique, je vous le disais, et service R&D mécanique, mais également un service dépannage, parce que Acerva donc, fabrique les automates, mais également fait l'installation et dépanne ces équipements. Donc, on travaille soit en installation directe, soit à travers des installateurs. Ça dépend un peu des régions ou alors des pays. 12 commerciaux, dont 3 commerciaux export. Hein. On travaille sur l'Europe de l'Est, l'Asie, l'Europe de l'Ouest et le Canada, et l'Espagne, l'Amérique latine surtout, l'Afrique, pas trop quand même. La R&D chez Acerva, eh bien, c'est 16 prix d'innovation en 7 ans dans le monde professionnel et un prix d'innovation des Côtes d'Armor en 2013. 8 dépôts de brevets. Voilà, donc, ce qui fait qu'on dépense aujourd'hui 9% du chiffre d'affaires sur la R&D. Donc, les partenaires sont différents, on les retrouve ici. Et des agents, ben là, vous avez des agents présents un peu sur tous les continents qui doivent être représentés après. Voilà. Donc, voilà, Acerva est représenté aujourd'hui sur cette map monde-là, donc dans différents points. Avec certains pays, on travaille un peu moins, mais qui se développent. Mais l'Asie, on est très présent avec une personne qui est présente sur place. En Europe, ça dépend un petit peu des secteurs. Le Canada qui se développe en ce moment et le Brésil en cours. L'avenir chez Acerva, eh bien, c'est de consolider sa position sur le marché français et de continuer le développement à l'international. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, de concevoir des systèmes digitaux. Et pour ce champ large, pour aller du champ à l'assiette. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Monzimer. Alors, il y a plusieurs questions qui arrivaient. On va peut-être pas toutes les prendre. On va en prendre 2. Comment sont gérées les données, le volet data collecté par les équipements que vous développez? Est-ce que c'est vous qui assurez aussi l'exploitation, la valorisation de ces données-là, ou vous appuyez potentiellement sur des partenaires pour le faire? Et puis, est-ce que vous avez des enjeux, donc on entend mécanique et électronique, est-ce que vous avez des enjeux matériaux et matières? Est-ce que vous essayez d'introduire des matériaux alternatifs dans vos produits?
Alors, concernant la data, comme je vous disais, il y a différents partenaires qui sont liés à notre profession. Aujourd'hui, nous, on la traite déjà, notre donnée, on la garde, mais également, on peut la transférer en fonction de notre clientèle et en fonction des équipements. On a des équipements où là, c'est directement le partenaire qui nous a demandé la machine, où la donnée, elle est directement transférée. Donc, ça dépend vraiment des équipements avec lesquels on travaille. Quand on parle du champ à l'assiette, là, c'est la donnée que nous, on va récupérer et ensuite, on va, pour une partie, la traiter, mais également être en lien, et c'est des choses que l'on fait et qui vont évoluer encore pour aller vers l'assiette, parce que nous, à un moment donné, on n'y est plus. Hein, l'assiette, on n'y est pas, nous, on est bien avant. Mais il y a des partenariats qui se font à ce niveau-là et des développements qui sont en cours et qui vont bien évoluer encore pour aller vers une traçabilité globale, quoi. D'accord ? Concernant alors les matériaux dont on parle, alors là, je rejoins le premier intervenant qui était Éric Laurent de chez Nelis, qui a parlé qu'il ne faut pas hésiter à venir vers nous pour des fois des projets, quelquefois qui peuvent être complètement alternatifs ou qui ne nous concernent pas au départ. Mais nous, on est fabricant d'automatisme, donc on recherche tout ce qui peut se faire en termes de capteurs, tout ce qui peut se faire en termes de matériaux. Nous, on est à l'écoute de tout ce qui se fait en fabrication et en évolution sur des mécanismes, des capteurs. Ça, on est très à l'écoute de ça et on a déjà travaillé dans ce sens avec d'autres années avec des startups. Voilà. Ça marche. Bon, merci. Et puis, vous avez pu en effet nous faire part d'un témoignage déjà, une collaboration réussie avec Sama Innovation. Donc, c'est la preuve que ça marche et que vous Tout à fait. Comme ça. Donc, merci beaucoup. Un beau témoignage de PME dynamique dans un champ qui donne matière à beaucoup d'innovation également. On va clore cette séance de pitch avec Sébastien Courtois de la coopérative Le Gouessant, avec beaucoup d'enjeux aussi. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Sébastien? Je suis là. Ça marche. Je vous cède la parole. Ok, merci. 5 minutes. Bonjour à tous. Merci de l'invitation et puis de nous permettre de nous exprimer. Donc, je suis Sébastien Courtois. Je suis responsable recherche, innovation et développement pour la coopérative Le Gouessant. Alors, la coopérative Le Gouessant, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative. On est orienté sur une agriculture plurielle et durable. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà, on défend une pluralité de modèles coopératifs et modèles de production, de la production qu'on pourrait appeler conventionnelle à une production orientée à l'extrême sur la production biologique. Nous sommes une coopérative amont de la chaîne agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on va fournir des produits, notamment de l'aliment du bétail, pour les éleveurs et aussi produire et fournir de la viande de volaille notamment ou des œufs à l'industrie agroalimentaire. Nous sommes au service de nos adhérents. Donc, adhérents, ce sont nos éleveurs et les agriculteurs qui sont sociétaires de la coopérative et les clients qui sont les industriels de l'agroalimentaire. Notre zone de reconnaissance, elle est coopérative. Au niveau des coopératives, elle est réglementaire. Donc, elle vient de s'étendre en début d'année au département limitrophe de la Bretagne et la Bretagne historique. Donc, vous les voyez apparaître en jaune et grossièrement sur l'image de droite. Et vous voyez les différents points et dépôts et usines ou sièges du groupe. Donc, en quelques chiffres, 4000 adhérents, c'est le nombre de sociétaires et d'agriculteurs qui ont des parts sociales dans la coopérative. C'est 700 collaborateurs dans le groupe. Il y a à peu près plus de 25% sur les 15 dernières années, donc un fort développement et un fort enjeu de recrutement de compétences. Un chiffre d'affaires à 538 millions d'euros. Alors, notre grosse activité, c'est l'aliment du bétail. On dit communément dans le landerneau que c'est un métier de tonneux, donc on fait des tonnes, voilà, avec des marges opérationnelles qui sont en opposition tout de même. Pour représenter, nous produisons 850 tonnes d'aliments du bétail sur un marché français
qui à peu près de 20 millions de tonnes. Donc, nous sommes un acteur significatif, mais quand même qui reste faible par rapport aux gros monstres qui nous entourent. Et fort de la volonté de se diversifier, et parce que le marché de l'alimentation du bétail est en diminution depuis 20 ans, régulièrement, a perdu près de 15%, le groupe s'est diversifié avec autour de 17 filiales qui ont été acquises ou structurées. Donc nos métiers sont orientés sur 4 pôles orientés marché et débouché. Un pôle historique qui est très fort, qui constitue notre core business sur les productions animales avec la production d'aliments du bétail, mais aussi l'accompagnement technique et la production végétale. Donc nos adhérents produisent aussi des végétaux que nous valorisons dans les aliments. Un pôle alimentaire où on va valoriser le travail de ces agriculteurs, que ce soit sur les produits du lait, les produits de viande. Alors, il faut bien comprendre qu'on n'a pas et on n'a jamais voulu avoir d'usines de transformation, d'abattoirs, d'ateliers de découpe, de laiterie. Par contre, nous avons des partenariats avec la chaîne agroalimentaire à qui nous fournissons le produit des agriculteurs et nous les commercialisons sous la marque Terre de Braise. Ensuite, on a 2 pôles très orientés relais de croissance et qui sont des gros enjeux pour nous dans les années à venir. C'est le pôle aquaculture qui repose sur l'accompagnement de l'autonomie protéique des années à venir. Il y a un enjeu, en 2050, nous serons 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Il faudra les nourrir. Et l'aquaculture est un enjeu de masse pour amener de la protéine. Donc, nous sommes en fort développement sur ce secteur-là. Nos enjeux, les enjeux, il y en a 2, c'est les attentes, adaptation aux attentes sociétales et sociales. Alors, sociétal, c'est le consommateur. Voilà, consommateur citoyen et le citoyen. On a 3 profils différents. Et qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Pendant des années, nous avons été drivés par la réglementation. Et maintenant, c'est le citoyen qui va beaucoup plus vite que la réglementation. Donc, on doit s'adapter à ces demandes-là. Et attentes sociales aussi, c'est qu'on a dans nos adhérents un fort enjeu de transmission d'outils de production qui est un point critique et qui peut, dans les années à venir, conduire à une baisse du nombre d'adhérents et une baisse de la production animale ou végétale, dans le Grand Ouest notamment. Et c'est aussi vrai pour les autres régions de France. Un fort enjeu aussi sur l'intégration des déterminants et les conséquences du changement climatique. Clairement, comment réduire notre empreinte carbone sur toutes les productions, comment réduire notre recours à des ressources non renouvelables dans toutes les productions, et quelles sont les conséquences du changement climatique, parce qu'il y en a déjà, il y en aura, sur les cultures, sur l'élevage de demain. Est-ce qu'en Bretagne, demain, on prédit dans quelques années qu'on pourrait y faire de la vigne? C'est parce que c'est les conséquences du changement climatique. Donc tout ça, il faut que nous, on puisse l'engager. Pour accélérer, parce que j'ai dépassé mon temps, nos axes d'innovation tournent autour de notre relation aux clients et aux adhérents. Donc, quelle offre innovante nous pouvons leur proposer pour se diversifier en produits et services, créer des nouveaux modèles de production, et notamment, on a un travail sur la valeur environnementale, passer de l'agribashing aux agriculteurs à la mise en avant de leur contribution environnementale pour réduire l'impact climatique. Le numérique, alors il est présenté comme un axe, mais en fait c'est quelque sorte un outil qui est transversal. Donc, comment le numérique peut nous apporter de la valeur? Les grands projets qui nous animent, c'est les nouvelles ressources alimentaires. L'événement du Covid nous a montré qu'on était dépendant de l'industrie de la santé, et notamment des masques de la part de l'Asie. On a une grande dépendance aux apports protéiques de la part d'Amérique du Sud. Comment limiter cette dépendance au-delà de l'impact environnemental que ça a? Le bien-être animal, ou je devrais dire bien-traitance animale, parce qu'il y a une petite déviance anthropomorphique, mais ça c'est une vraie attente du consommateur et du citoyen. Et toute une partie sur le digital et les data science, qui sont pour nous un fort enjeu. On n'a pas envie de se faire disrupter par les géants des data, Amazon, Google, John Deere, Microsoft, qui veulent demain capter les données, les utiliser et les revendre. Nous, on a choisi notamment d'investir dans une start-up qui est vraiment spécialisée dans les data science, parce que composée d'universitaires, mathématiciens, donc de la matière grise, pour amener pour avoir tout un parcours de digitalisation de la captation des données jusqu'à l'intelligence artificielle et l'utilisation de ces données. Donc un fort enjeu sur ce domaine-là. Voilà, j'ai dépassé, Julien.
Merci beaucoup, Sébastien. C'était très clair et puis on sent que c'est une entreprise en cours de prise de certains tournants importants et qui amène à des nouveaux regards sur le métier. Donc, je pense que le regard frais des startups sur vos métiers peut être très fertile. Je crois que vous avez encore quelques créneaux disponibles cet après-midi. Donc, on avait quand même 2 questions pour Le Gouessant. Est-ce que vous êtes ouvert à des expérimentations sur les nouvelles solutions alimentaires? Donc, les nouveaux aliments, là, en l'occurrence, pour l'homme, je suppose, qui changeraient des produits alimentaires que vous vendez, et commercialisez et produisez déjà. Et puis, est-ce qu'il y a des exemples concrets de data science croisant le BEA? Sur les expériences data science et BEA, oui, on a des expériences et on a notamment un projet qui a été labellisé par la région et qui va démarrer en janvier 2021 ou dans les mois qui viennent, et en l'occurrence avec un de nos voisins qui a présenté juste avant, donc Acerva, qui est partenaire du projet, pour essayer d'associer le monitoring du bien-être animal et des capteurs avec la performance et la santé des animaux. Donc essayer de numériser et de quantifier le bien-être animal. Ça, c'est un élément très important. Et on est en train de déployer un ensemble de capteurs assez importants dans les élevages de futures poules pondeuses. Donc, on appelle l'élevage de poulettes parce que dans la production biologique, qui est notre grosse activité, les poulettes doivent, à partir de janvier 2021, aller dehors. Et donc, un accès à l'extérieur, donc avec un accès à la répartition jour-nuit traditionnelle, on arrive à avoir des influences sur la production et l'efficacité de la production. Donc, tout ça, ce sont des enjeux très, très forts de relation avec le bien-être animal et les nouvelles conditions de production. Ensuite, sur les nouveaux modes et les nouvelles expériences de produits alimentaires pour le food, oui, nous sommes complètement ouverts dans la mesure où c'est en proximité avec nos productions amont et notamment de production de nos adhérents. Notre cœur de métier, ce ne sera pas d'aller sur la valorisation de produits de la mer parce que nous ne sommes pas présents. Par contre, produits bretons, c'est tout à fait en accord avec nos axes. Ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Merci pour ce retour. Alors, on ne va pas prendre beaucoup d'autres questions puisque le temps file. Merci à nouveau, Sébastien. Vous êtes disponible pour les startups cet après-midi. Vous avez la chance d'avoir des grands comptes ouverts, dispo et volontaires pour, en tout cas, échanger avec vous et imaginer des solutions dans leur métier à partir de vos compétences, de vos briques techno, etc. Donc, je pense qu'il faut en profiter. Merci à tous et à très vite.